Bonjour à tous et bienvenue dans cet entretien où il sera question d'aborder le problème ou la notion du mensonge. En effet, après avoir abordé la question de la vérité, dans le cadre du 4e chapitre du livre que nous étions en train d'expliquer jusqu'ici, qui est une thèse mais qui sera publiée sous forme d'un livre, et dont nous étions engagés à expliquer dans des enregistrements comme celui-ci, bien en un mot, pour permettre au grand public de comprendre comment se forme un raisonnement logique autour de la question de la vérité et surtout comment nous avons construit notre raisonnement et préparer notre travail autour de la question de la vérité. Et comme c'était le 4e chapitre, cela veut dire que nous avions déjà parlé donc de 3 chapitres, enfin de 3 avant ce chapitre-là, à savoir un entretien consacré à la question du monde, un autre consacré à la question du langage, un autre consacré à la question de la pensée, avant d'entamer celui qui a été consacré plutôt à la question de la vérité. Donc, sur la vérité, après avoir abordé le problème de la vérité dans le sens général, nous avons été amenés à parler de la question de la peur de la vérité. Vous savez, le concept de vérité est pluridimensionnel et pluridisciplinaire. Donc, à un certain moment, lorsque vous l'abordez, vous êtes censé aussi voir les autres aspects liés au problème. Et c'est comme ça que la fois dernière, nous sommes revenus sur la question de la vérité pour parler de la peur de la vérité. Cette question de la peur de la vérité. Et après avoir parlé de la peur de la vérité dans l'entretien précédent, et en fonction des observations que nous ont été, des questions en fait, qui nous ont été posées dans les commentaires suite à la publication de l'entretien en question, il nous a semblé intéressant et pertinent de parler cette fois-ci du mensonge, car il est tout à fait loisible et oiseux de parler donc de la vérité sans parler du mensonge, de parler de la vérité sans parler de la fausseté, et surtout parler d'une certaine nécessité en fait, car le mensonge ne se présente pas seulement comme accident du langage, comme erreur, mais parfois le mensonge est voulu. Alors, c'est autour de cette question du mensonge et surtout la manière dont cela existe et persiste dans la société et que nous allons nous entretenir maintenant et dans cet enregistrement. En effet, la vérité, parce qu'il faut commencer par là, nous l'avons ici abordé dans le sens conceptuel, c'est-à-dire à partir d'une perspective purement logique. Et dans cette perspective, à la fois logique et philosophique évidemment, la vérité est un concept, d'abord un concept relevant du jugement de valeur. Ça, nous l'avons dit, et j'ai toujours aimé donc revenir un petit peu à mes mots sur ce qu'on a déjà dit, histoire de permettre à ceux qui viennent pour la première fois dans cet entretien de comprendre d'où nous venons et ce que nous avons déjà pu dire et où nous allons. C'est très important. Donc, ce que nous avions dit, c'est que la vérité en tant que concept exprimant ni plus ni moins que le jugement de valeur que nous émettons vis-à-vis de la réalité, eh bien, ce concept ne faisait pas partie de la réalité en tant que telle, mais qu'il faisait partie de notre subjectivité. Donc, la vérité, c'est l'une des manières pour notre subjectivité de se positionner, de s'exprimer vis-à-vis de la réalité, vis-à-vis des choses. Et j'avais insisté, parlant justement de la pensée, que nous pensons parce que la réalité nous l'impose, nous pensons parce que la vie nous le demande, nous l'exige.
nous pouvons nous en passer, sauf dans des cas où le sujet a un déficit mental ou culturel, eh bien, sauf dans ces cas-là où on peut avoir une subjectivité sans penser, mais toute subjectivité en tant que telle, eh bien, s'exerce à la pensée, qu'elle le veuille ou pas. Et donc, parce que nous pensons, eh bien, le mode de pensée, le système de pensée lui-même exige que nous puissions émettre nos avis, nos jugements de valeur vis-à-vis des propositions qui nous sont soumises vis-à-vis de la réalité que nous percevons, nous appréhendons. Et donc, parce que nous appréhendons la réalité, nous faisons recours aux concepts qui nous permettent soit d'exprimer notre adhésion, soit d'exprimer notre rejet. Et donc, nous allons parler de l'adhésion, et parlant de l'adhésion, il faut parler de la vérité. Nous disons que telle chose est vraie, non pas parce que sa véracité nous convainc dans le sens de Bertrand Russell, dans le sens de dire que oui, dans le sens seulement où la véracité de la proposition m'est tellement convaincante, mais nous admettons que les choses sont vraies, évidemment sur base et en fonction de notre historicité, notre background, de notre vie, notre forme de vie. Eh bien, ceux qui veulent bien approfondir sur ces aspects-là, eh bien, n'ont qu'à aller chercher des vidéos, des entretiens que nous avons déjà mis à la disposition de tous sur le langage, la pensée, la vérité, le monde. Nous avons bien développé ces aspects. Et maintenant, aujourd'hui, nous parlons du mensonge parce que le mensonge, tout comme la vérité, le mensonge est un concept socialement évoqué au même titre que la vérité, et c'est un concept qui à la fois est paradoxal, parce qu'à la fois pose problème, et à la fois est sollicité. Voilà. Maintenant, le rôle d'un philosophe, le rôle d'un logicien est justement d'éclairer la lanterne, justement des esprits, afin de montrer comment se fait le mécanisme du mensonge. Comment ça se fait qu'un phénomène qui est rejeté pouvait être à la fois, en même temps, aussi présent. C'est la question, à la fois philosophique et logique, que nous soulevons. Et pour rentrer dans le vif du sujet, nous allons partir de la question du départ, même de la pensée de Wittgenstein, qui est celle de se demander pourquoi faisons-nous un effort de dire la vérité, même quand il s'agit, donc même quand il est nécessaire ou important de mentir. En d'autres termes, et c'est Reymond, l'auteur Reymond, qui a publié un ouvrage consacré à Wittgenstein, un célèbre ouvrage intitulé Wittgenstein, le devoir de génie. Eh bien, dans cet ouvrage, dès l'entame, l'auteur indique que l'auteur Wittgenstein, encore jeune, autour de 9 ans, se posait déjà cette question, et s'adressant à ses parents, et la question de savoir pourquoi devrions-nous dire forcément la vérité, même quand un mensonge était important. Pourquoi, autrement dit, sommes-nous accrochés à la vérité plutôt qu'au mensonge? Et cette question, à la fois logique, philosophique, éthique, parce que pourquoi sommes-nous censés parler la vérité, même quand nous pouvons faire recours au mensonge? Est-ce qu'il est nécessaire de ne dire que la vérité? Eh bien, cette question, à la fois logique et éthique, est une question philosophique fondamentale, et c'est de même d'ailleurs la question qui l'a accompagné tout au long de sa vie. Donc, Wittgenstein a cédé dès ses 9 ans, et il pose déjà la question qui l'accompagnera, qu'il creusera, à laquelle il cherchera à répondre, eh bien, toute sa vie durant, car c'est
aussi bien dans le Tractatus Logico-Philosophicus que dans de la certitude ou dans d'autres interventions qu'il fera en passant par les recherches philosophiques, qui sont les trois moments, je l'ai souligné, qui sont les trois moments majeurs de la rédaction, dans l'expression de sa pensée, et bien que nous voyons la réponse à cette question. Pourquoi devrions-nous dire la vérité? Eh bien, c'est ça, mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Nous avons le Tractatus qui crée déjà une réflexion sur le monde et qui explique le langage, le mécanisme de description du langage, la pensée, la cohérence de la pensée en tant que structure logique et la vérité. Donc Wittgenstein répond à la question de la vérité en définissant d'abord qu'est-ce que c'est qu'une vérité en fait, sa structure logique, ontologique en tant que telle. Donc de cette question relayée ici par Raymond, pourquoi est-il nécessaire de parler la vérité, même quand nous sommes dans il est favorable de parler, d'utiliser un mensonge, et là, c'est Wittgenstein nous met en confrontation avec la morale et l'éthique. Parce que la morale et l'éthique nous enseignent le besoin, la nécessité de dire la vérité. Dans la morale, qu'elle soit culturelle, religieuse, laïque, toute morale confondue, en fait, dans la moralité des choses, eh bien, on insiste sur l'importance de dire la vérité, rien que la vérité, sans jamais faire recours au mensonge. Et alors, l'auteur remet en question ce principe, en fait. C'est ce qui est ici traduit à travers la question. Pourquoi devons-nous parler de la vérité et pas le mensonge, même que celui-ci est nécessaire. Donc, maintenant, la réponse de Wittgenstein, c'est tout ce qu'il a soulevé et nous y reviendrons. D'ailleurs, vous le ressentirez dans la réponse que nous mettons ici, mais la réponse pour nous commence déjà par savoir si le mensonge existe, parce que nous ne pouvons pas analyser quelque chose qui n'existe pas. Donc, nous posons la question, c'est la procédure tout simplement tout à fait naturelle pour un philosophe, c'est de savoir d'abord si la chose existe. Et puis, si elle existe, nous débattons sur ses modalités, c'est fort. On ne va pas non plus aborder quelque chose dont on n'est pas certain que ça existe. Oui, le mensonge existe-t-il? Évidemment, la réponse est positive. C'est-à-dire que le mensonge existe. Parce que si nous entendons aussi parler du mensonge, tout comme nous entendons parler de la vérité. Donc, le mensonge est un fait. Le mensonge est un phénomène. Voilà, c'est une réalité de langage. Bien. Maintenant, la deuxième question qu'on interroge, c'est alors, qu'est-ce qui justifie l'existence du mensonge? Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui est à la base de l'apparition du mensonge? Est-ce que dans un moment de l'histoire, quel est l'événement qui a fait que le mensonge puisse être une réalité? Et cet événement, nous pouvons le classer à quelle période de l'histoire? Eh bien, une partie de la réponse que nous pouvons donner est de dire que le mensonge existe parce que la vérité existe. Et cette réponse est indispensable pour tout ce qui va suivre. C'est-à-dire le mensonge existe parce que la vérité existe. Donc, aussi bien la vérité que le mensonge, excusez-moi, donc aussi bien la vérité que le mensonge, il s'agit de deux réalités du langage, deux concepts indispensables du langage, dont nous nous servons pour, évidemment, sanctionner, pour nous prononcer, nous positionner vis-à-vis de la réalité
vis-à-vis des propositions telles que nous les appréhendons. Donc, il n'y a pas de vérité sans mensonge, c'est-à-dire que sans mensonge qui l'accompagne, ou ça, pas de mensonge sans vérité qui l'accompagne. Parce que c'est la vérité qui nous fait parler, nous fait dire du mensonge. Maintenant, la question, est-ce que le mensonge est l'absence de la vérité, ou est-ce que le mensonge remplace la vérité? La réponse philosophique à donner, que nous donnons individuellement, c'est non. Contrairement à ce que nous pensons, le mensonge n'est pas l'absence de la vérité. Le mensonge est tout simplement mensonge. Voilà. Donc, le mensonge ne remplace pas la vérité ne remplace pas le mensonge. Et alors, qu'est-ce qui, du point de vue structurel, ça c'est une autre question, comme quoi la philosophie est toujours la science des questions, et des nouvelles questions, de nouvelles réponses se transforment en nouvelles questions, et là vous en avez l'exemple palpable, non? Voilà, donc, encore une question. Du point de vue structurel, est-ce que il y a une différence entre la vérité et le mensonge? Eh bien, non. Du point de vue structurel, il n'y a aucune différence. Dans le structurel, c'est-à-dire formel, du point de vue formel, il n'y a aucune différence entre la vérité et le mensonge, tous faisant partie de ce qu'on appelle la bipolarité propositionnelle quant à son sens. Donc, le mensonge, tout comme la vérité, font partie du sens de la proposition. Et sur le plan, sur le plan du sens, eh bien, le mensonge et la vérité ont la même forme logique, c'est-à-dire, ils relèvent de la proposition logique. Donc, une proposition mensongère a la même forme qu'une proposition logique. Donc, du point de vue de la forme, du point de vue de la structure, c'est du pareil. Maintenant, l'autre question, c'est à quel moment, nous parlons, les hommes parlent de la vérité, quelle est l'origine même du mensonge et même de la vérité? Eh bien, la question, nous allons la satisfaire à partir du philosophe Nietzsche. Nietzsche nous donne une explication, et d'ailleurs, vous savez que Nietzsche a fait de la question de la vérité son cheval de bataille, son activité principale. Il a consacré l'essentiel de sa pensée. Et on va ici évoquer deux ouvrages, mais il y en a d'autres. C'est la vérité et le mensonge dans le sens extra-moral. Dans le mensonge dans le sens extra-moral, nous pouvons citer aussi par-delà le bien et le mal. Par-delà le bien et le mal. Et donc, où Nietzsche dit ceci, que la vérité, tout comme la connaissance, sont des inventions, ont été créées par les humains. Donc, les humains ont créé la vérité pour dominer la nature, essayer d'y donner sens, essayer de l'expliquer. Et donc, la réponse ici, c'est que, en créant le langage, les hommes ont créé les choses comme la vérité, le mensonge, ok? Donc, la vérité, la connaissance, le savoir. Donc, ce sont les hommes qui ont créé ce concept. Évidemment, parce que si les hommes créent le langage, ils créent aussi les concepts qui vont avec sur le langage. Il n'y a pas de langage sans concept. Donc, c'est en créant le concept, on crée le langage. Donc, les hommes ont créé, non pas parce que la réalité, elle était telle,
mais parce que tout simplement c'était un des moyens pour eux de dompter, de dominer à la fois la nature et les autres, et puis de se sentir dans un certain confort. Nous l'avons souligné dans les précédents entretiens, que évidemment la vérité, tout comme le sens des choses, ne faisait pas partie des choses elles-mêmes, mais exprimait tout simplement le jugement de valeur que nous mettons. Donc c'était, enfin, nous mettons en tant qu'activité ou expression subjective. Ok, donc les hommes ont créé la vérité, tout comme ils ont créé le mensonge. Donc les hommes ont créé le concept de vérité, tout comme ils ont créé le concept de mensonge, tout comme ils ont créé tout simplement le reste, pas mal de choses. Donc c'est ça. Maintenant, comment est-ce que le mensonge, et c'est l'autre question, comment est-ce que le mensonge persiste alors même qu'en réalité, les gens préfèrent la vérité? C'est la question qui nous intéresse maintenant et qui est logiquement et philosophiquement chargée. C'est-à-dire, les hommes ont créé la vérité, le concept de vérité du moins, pour expliquer, dominer la nature, expliquer, dominer aussi les autres. Nous avons parlé dans une des vidéos de la place de l'idéologie, c'est Étienne Balibar, dans son ouvrage intitulé « Le lieu et nom de la vérité ». Je crois que nous chercherons, tout ça, nous mettrons soit des liens pour aller regarder, soit des liens, soit des photos, de référence, une biographie ou quelqu'un, celui qui veut vérifier ce que nous disons, il peut aller chercher la bibliothèque Étienne Balibar, les lieux et noms de la vérité, où vous voyez la place de l'idéologie. Donc, l'idéologie, comme lieu discursif, c'est un lieu de production de la vérité. Ok. Mais maintenant, comment est-ce que qu'est-ce qui explique le fait que le mensonge existe et persiste, alors que ce que nous voulons, visiblement, c'est la vérité, alors que tout le monde exprime son besoin de vérité. Et là, nous revenons sur Bertrand Williams, qui, dans son ouvrage Veracity and Truth, a parlé de deux besoins, le besoin de vérité et le besoin de véracité, que nous avons évoqué la fois dernière. Donc, c'est-à-dire qu'il existait dans l'homme comme un certain besoin de vérité. Les gens ont envie de la vérité, ils en ont besoin. Eh bien, le besoin de vérité et le besoin de véracité. Et chez Nietzsche, la même chose, mais s'exprime en termes de volonté de vérité. Car chez Nietzsche, le philosophe Nietzsche, la volonté de vérité est l'expression de la volonté de puissance. La volonté de puissance en tant que volonté autonome et catégorique, justement, qui nous dit que ce que je dois faire sans restriction, sans me laisser de choix à faire, et donc à travers l'impératif catégorique, et non pas si tu veux, tu peux, mais fais ceci, fais cela, et tout ça c'est à voir pour ceux qui le souhaitent. Et donc la vérité serait la volonté, l'expression d'une certaine volonté de puissance qui veut, telle qu'elle veut, dominer aussi bien la nature que l'entourage. Maintenant, parce qu'il y a ce besoin de vérité, et donc nous avons besoin de savoir la vérité ou de dire la vérité. Mais il y a aussi le besoin de véracité, c'est l'auteur Bertrand Williams, qui est ce besoin de n'admettre que des choses dont nous avons la certitude, la pleine certitude qu'elles sont vraies.
Donc, il y a ce besoin-là, qui est plutôt un besoin de vérifiabilité, d'assurance, de sérieux dans ce que nous disons. Eh bien, justement, l'auteur aboutit à ceci, à cette remarque, c'est plus le besoin de vérité qui nous fait croire à certaines vérités plutôt que le besoin de véracité, que si nous appliquions le besoin à la rigueur, le besoin de vérité, de véracité, il n'y aurait pas assez de vérité qui serait crédible et qui remplirait tous ces critères. Donc, c'est plutôt le besoin de vérité qui nous permet d'avoir des vérités, de les admettre en tant que telles, ce qui rentre en cohérence avec ce que nous avions dit la fois dernière, c'est-à-dire que la vérité, nous l'admettions plus pour des raisons socio-culturelles, socio-anthropologiques, que pour des raisons épistémiques, c'est-à-dire pour des raisons objectives, celles qui peuvent être vérifiables, démontrables et explicables de manière convaincante. Voilà. Donc, ce besoin de vérité, et c'est ça qui, à mon sens, justifie le mensonge. C'est parce qu'il y a besoin de vérité. Mais maintenant, ce besoin de vérité nous fait voudrait que nous ayons de vérité, même là où il n'y en a pas, même là où nous ne sommes pas sûrs. Mais maintenant, le mensonge, comme l'autre versant de la vérité, viendrait comme au secours de la vérité lorsqu'elle n'est pas assez fondée, lorsqu'elle a failli. C'est-à-dire que là où les hommes n'ont pas de discours dont ils savent qu'ils sont vrais, eh bien, font recours tout simplement au mensonge. Pourquoi? Parce que il est important que certaines choses soient présentées comme étant vraies. Et Nietzsche parle de la vérité comme étant le langage adapté à des esprits, alors il appelle les esprits faibles, parce que lui, l'homme sceptique, l'esprit sceptique, déjà le philosophe, n'a pas besoin de concept de vérité, et tandis que les esprits faibles ont besoin de vérité pour vivre, mieux vivre, pour être heureux, pour être valorisé, pour mieux vivre, en fait, en un mot. Voilà. Et donc, c'est Nietzsche qui le dit dans sa philosophie. Et donc, la justification de l'existence, c'est la réponse qu'on donne à la question que nous avons soulevée tout à l'heure, est-il de dire pourquoi alors nous voulons la vérité, mais c'est le mensonge qui domine? Eh bien, la réponse est de dire que le besoin à tout prix de la vérité, eh bien, fait que les hommes font recours au mensonge pour pallier au problème, c'est-à-dire pour essayer de résoudre le problème, essayer de combler le vide de vérité. Et donc, il y a plus de mensonges parce que la vérité n'est pas toujours certaine. Voilà. Donc, c'est l'incertitude de vérité qui justifie l'usage abondant du mensonge dans la société pour, justement, répondre à un certain besoin social et qui est celui de la vérité, d'en avoir toujours à sa disposition. Voilà. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut dire, c'est qu'il existerait une certaine utilité du mensonge. Donc, le mensonge serait alors utile pour une vie dans la société, une vie sociale apaisée, une vie sociale normale. Pourquoi? Parce que s'il est vrai que la société a aussi besoin de cela, s'il est vrai que le mensonge est ce qui nous permet de pallier au problème de manque de vérité en société, alors que sachant que c'est le fait qu'il y ait de vérité que notre société
marche bien, que tout se passe bien entre nous, que les gens, que les hommes ne peuvent pas s'en passer. Et donc, dans ce cas-là, le mensonge devient utile pour la sociabilité, pour la bonne sociabilité, pour la bonne vie, pour notre entendement, eh bien, chez des esprits, s'il faut être chrétien, chez des esprits faibles, mais sinon, c'est chez tout le monde, en fait. Donc, l'utilité de la vérité. Donc, ce qu'il faut parler, c'est l'utilité de la vérité et du mensonge, eh bien, qui justifie justement la phénoménalité du mensonge, le recours au mensonge dans notre langage social. Maintenant, à ce niveau, une autre question apparaît. Alors, si le mensonge est utile, pourquoi nous le détestons? Pourquoi détestons-nous autant le mensonge alors s'il était vraiment utile? Alors, il y a maintenant à distinguer deux types de mensonges. Et ça, c'est un ami avec qui on a échangé lors de ma préparation de cet entretien, puis on a parlé de mensonges. On a dit que non, il fallait peut-être distinguer avec deux types de mensonges, le mensonge utile et le mensonge non utile. Donc, voilà. Il faut parler de deux types de mensonges, mensonge utile, mensonge non utile. Alors, quand tu parles du mensonge utile, il parle de ce mensonge qui est utilisé pour le bien-être de la personne. Pour le bien-être de la personne à qui cela est dit. On appelle ça mensonge utile. Alors, il faut appuyer cela par des exemples. Oui, car évidemment, certains esprits ne sont pas préparés à avoir la vérité brute, à avoir la vérité, et surtout lorsque les conséquences d'une telle vérité sont aussi désastreuses, eh bien, il est nécessaire parfois de faire recours au mensonge utile. Alors, le mensonge utile, c'est par exemple un médecin. Alors, moi, je prends ça comme ça. Un médecin qui voit que la gravité de la maladie de son patient est telle que tout est fini, mais qui continuerait quand même à lui dire « ça va aller, tu seras guéri, c'est un petit souci, ça va aller ». En disant que tu t'iras mieux à un patient, le médecin est en train de mentir. Mais en réalité, il le sait que cela n'est pas possible, mais pour l'encourager, il lui dit ça va aller. Et le ça va aller du médecin a une dimension tout à fait thérapeutique. C'est-à-dire le médecin, le patient, du point de vue de son moral, pouvait se sentir soulagé ou soutenu ou reconforté. Voilà, c'est ça le mot qu'il fallait, reconforter par ce mensonge du médecin. Monsieur, ça va aller. C'est psychothérapeutique. Le mensonge utile, c'est aussi certaines choses qu'on dit aux enfants. Déjà, Père Noël, le mensonge utile, c'est lorsque ça va gravement dans une famille, c'est-à-dire que le parent a perdu son travail, mais à un certain moment,
si il remarque qu'une telle vérité peut mettre en péril la vie du couple, sinon du moins à un moment donné, s'il découvre que le dire comme ça aurait beaucoup de conséquences et que les enfants ne vont pas supporter, on peut dire ça va, oui ça va, chercher une autre formule au lieu de dire, par exemple, je me suis fait virer du travail ou j'ai perdu mon travail. Voilà, l'histoire montre que la plupart de vies de couple se sont terminées comme ça parce que un des partenaires a perdu son travail, un des partenaires a fait ça. Voilà. Donc, sachant toutes ces conséquences, la personne peut se dire, mais écoutez, pour sauver mon couple, ma famille, eh bien, je dis, bon, j'ai un souci où ça va. Voilà, où ça va, rien ne se passe. Voilà. Donc, ça, c'est le côté, ce qu'on peut appeler le mensonge utile. Maintenant, le mensonge qui est désagréable, c'est-à-dire le mensonge non utile, c'est ce mensonge qui ont une conséquence désastreuse sur l'autre, sur autrui. C'est-à-dire qui met en danger, qui met en péril la vie de l'autre. Et avec l'ami, on discutait, à un certain moment, on se dit, tiens, c'est-à-dire que c'est l'utilité, cette utilité, ce qui définit l'utilité des mensonges, c'est le réconfort que ça donne à la fois à soi-même et à autrui. Et à la limite de ce réconfort-là, nous pouvons parler de l'utilité, mais si un mensonge a comme conséquence la démoralisation intentionnée et le péril à la fois sur soi-même ou sur autrui, et dans ce cas-là, nous parlons d'un mensonge inutile. Donc, mensonge qui est à éviter, on va dire à éviter. Voilà. Maintenant, les exemples sont là, c'est par exemple, je vois quelqu'un parce que je le supporte pas, je l'accuse de m'avoir volé, je sais pas, m'a volé un truc alors que c'est juste parce que je le déteste, tout en sachant que voilà. Donc, c'est-à-dire le mensonge utilisé pour nuire. Parce que le mensonge peut être utilisé aussi pour nuire. Tout comme il peut être utilisé pour sauver une certaine moralité encouragée. C'est le cas de ce qu'on dit, par exemple à l'école, un enseignant qui constate qu'un élève ne travaille pas, il peut échouer, un élève n'est pas intelligent, un bon enseignant, un bon éducateur ne dira pas tu n'es pas intelligent, tu es paresseux, choses comme ça. Donc il est plutôt dans le sens inverse, tu veux dire tu travailles déjà bien, mais tu peux en faire plus. Voilà, tu travailles bien, tu peux en faire plus. L'encouragement fait partie de l'utilité justement d'un mensonge alors qu'il dit, alors qu'il voit que l'élève ne travaille pas correctement. Mais il ne peut pas le dire comme ça, évitant de laisser, de le décourager davantage, de le toucher à son ego. Voilà. Et c'est là que, quand on parle de mensonge utile, c'est là qu'il faut parler de la flatterie, qu'il faut parler de la démagogie, est un mensonge qui vise à convaincre, mais voilà. Il faut parler de la démagogie, qu'il faut parler de l'idéologie, donc la flatterie, l'idéologie
le mensonge, qu'il faut parler de l'hypocrisie. Il faut parler de l'hypocrisie. Ça fait partie de ce que nous appelons des mensonges, on va dire, relativement utiles. C'est-à-dire que à un certain moment, la flatterie met au moins la personne à l'aise, même si au final, c'est pas ça que la personne voulait dire. C'est pas ça que la personne voulait dire. Voilà. Maintenant, des mensonges non utiles, voilà, nous l'avons déjà indiqué, c'est tous ces mensonges qui mettent en péril la vie de soi-même et même la vie d'autrui. Et ces mensonges-là, eh bien, ont comme conséquence une intention méchante ou criminelle. Dès lors, la question qui revient, qui fait réflexion, c'est celle de savoir, est-ce que un mensonge, lorsqu'il est utile, est-ce qu'il s'appelle encore mensonge? Et c'est ça la question logique à se poser. Car un mensonge, à partir du moment qu'il est utile, il devient la vérité. Il devient vérité. Donc, un mensonge qui est important, qui devient à un certain moment important, nécessaire, eh bien, pour se faire admettre, eh bien, se transforme et prend la place de la vérité et est utilisé comme vérité. Et au moment où un mensonge semble utile, il cesse d'être mensonge, il devient la vérité. Et il devient mensonge que lorsqu'il cesse d'être vérité, c'est-à-dire lorsqu'on a découvert qu'il n'était pas. Donc, il cherchait d'une fausseté ou d'autre chose. Voilà comment se passe l'existence, comment se justifie, en quelque sorte, l'existence du mensonge dans notre langue. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous faisons recours au mensonge par moment? Parce que il y a le besoin de vérité, or la vérité n'est pas certaine, la vérité n'est pas essentielle, donc face à cette carence, en forme de carence de vérité, les humains font recours à ce qu'on appelle le mensonge, qui deviennent des flatteries, des démagogies, des hypocrisies, des idéologies qui prennent des formes diverses selon le type de discours, mais dans le but de satisfaire au manque de vérité à un certain moment. Et dès lors qu'un discours mensonger devient utile, il cesse d'être mensonger pour devenir véridique, pour devenir vrai. Et les gens vont accepter le mensonge, ce mensonge comme vérité, en vertu justement du besoin de vérité en nous, parce que la société en a besoin, et donc les gens peuvent l'accepter comme ça. Maintenant, un mensonge peut être démantelé le jour qui suit. Un mensonge peut être démantelé, bien détecté tout de suite. Mais toujours est-il qu'il existe des mensonges qui peuvent durer des siècles, des millénaires. Il peut exister des mensonges construits pour orienter, soi-disant, calmer, soi-disant, tout un peuple, toute une nation, et pourquoi pas l'humanité tout entière. Voilà pourquoi Bertrand Williams et Jacques Mouvresse, dont Nietzsche contre Foucault sur la question du pouvoir, de savoir la connaissance, et parle de l'inutilité. En fait,
l'utilité comme motif du besoin de vérité. C'est-à-dire que la vérité, il faut associer la notion de l'utilité. Et que toute vérité non utile ne sera tout simplement pas considérée comme étant vraie. C'est comme disait Bertrand Williams dans Vérité et Nécessité, que en réalité, et c'est ça en fait qui justifie le mensonge, en réalité ce que les hommes veulent vraiment n'est pas la vérité en tant que telle. Ce que les hommes et la société préfèrent, c'est les vérités utiles, celles qui les arrangent, celles qui arrangent la société, celles qui répondent aux attentes des hommes, de la société, celle qui va dans le sens de ce qu'ils désirent. C'est ce que les hommes de la société recherchent. Ce n'est pas la vérité tout simplement. Or, je l'avais souligné la fois dernière, il faut que je revienne, la répétition étant la mère des sciences, c'est que la vérité, elle, en tant que telle, c'est-à-dire les choses telles qu'elles se présentent en tant que telles, peuvent ne pas rencontrer les ententes de personnes, peuvent ne pas satisfaire, la vérité en tant que telle n'est pas forcément utile. Et donc, face à la vérité non utile, les hommes ont recours au mensonge pour pallier le besoin, c'est-à-dire pour répondre remplacer ou satisfaire aux besoins des personnes, c'est-à-dire proposer quelque chose qui va dans le sens des attentes des gens qui répondent à la recherche ou aux questions que les gens se posent. Donc, la vérité utile est tout simplement un mensonge qui se déguise. Il y a toute vérité utile, mais en tout cas, la vérité par l'utilité ouvre la voie au mensonge, à l'utilisation du mensonge. Et c'est justement cela qui fait que des idéologies existent, des flatteries existent, donc parce que les hommes en ont besoin. Les hommes ont aussi besoin, quand je parle de l'homme, c'est l'homme et la femme, c'est la société dans son ensemble, a besoin du mensonge pour mieux vivre, pour alimenter la vérité. Le mensonge serait le réservoir de la vérité. Maintenant, si la vérité, alors lorsque nous parlons de la vérité, nous l'avons toujours souligné, nous parlons de il faudrait souligner deux types de vérités, que sont la vérité factuelle, qui est de l'ordre de la science, la vérité objective, celle qui est poursuivie par les sciences de la nature, et la vérité conviction. La vérité conviction, c'est celles qui sont subjectives, non scientifiques, personnalisables, et bien non démontrables. C'est-à-dire les vérités conviction, c'est des vérités sur les choses dont on peut avoir l'accès direct, voilà, dont on peut avoir la connaissance directe pour déterminer si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Par exemple, s'il pleut, je peux me rendre compte, mais je l'avais resté la proposition. Je peux me rendre compte. Mais si quelqu'un me dit que la bonté est la vertu la plus noble, je ne peux pas vérifier une telle proposition. Ni savoir ce que cela veut dire, tout simplement. Maintenant, les vérités factuelles, eh bien, sont parce que démontrables, explicables et définissables,
eh bien, s'il y a mensonge sur les vérités factuelles, il est plus possible qu'un jour, vous arriviez à savoir si cela est vrai ou pas. Par exemple, j'évoque ici l'héliocentrisme et le géocentrisme. Le géocentrisme qui a été une notion enseignée pendant des siècles, notamment par l'Église aussi, hein, l'Église catholique, et mais qui était une fausse notion, interprétée à partir des versets bibliques, de Josué qui stoppe, qui fait arrêter le soleil et pas la terre. Nous avons parlé de l'histoire de Galilée et consorts. Donc, lorsque l'observation a évolué, notamment avec déjà Copernic, Galilée, et puis il y a tous ceux qui sont venus après, les Giordano Bruno, l'Italie Giordano Bruno, après les Edwin Hubble, hein, Edwin Hubble avec le premier télescope qui observe les galaxies, ce mouvement des galaxies, qui observe l'univers. Eh bien, toutes ces observations nous permettaient de remettre en question le géocentrisme pour remplacer la théorie par l'héliocentrisme. Voilà. Donc, comme pour dire que la vérité factuelle scientifique a ceci de caractéristique, c'est-à-dire qu'elle est toujours provisoire, et le mensonge factuel aussi a ceci comme caractère, c'est-à-dire qu'il peut toujours être démasqué et détecté et changé, et tandis que des vérités qui sont convictions, et la vérité conviction, lorsqu'il y a des mensonges conviction, parce qu'il y a aussi des mensonges conviction, ceux-là, eh bien, sont difficilement changeables. Pourquoi? Parce que, justement, non démontrables et ne reposant que sur sur l'héritage socio-anthropologique du sujet, eh bien, ces vérités ont du mal à céder la place à d'autres parce que la personne est convaincue et qu'il n'y a aucun moyen de prouver le contraire. Eh bien, justement, ces types de vérités-là peuvent rester longtemps. Voilà pourquoi il y a lieu aussi de parler de ces mensonges, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui peuvent être généralisés, comme par exemple, pendant le coronavirus, nous disions tous ici que ça partait ça partait d'abord d'un pangolin, on disait, après c'était le type quel animal, alors on a sorti tous les matins, il y avait une version que massivement nous adoptions comme étant la version vraie de la cause du virus, mais il a fallu des années, et puis après, jusqu'à aujourd'hui, moi individuellement, je sais pas quelle est la version, la version vraie, mais en réalité, il peut y avoir des mensonges, ce qui veut dire que c'est pas parce qu'une vérité est populaire qu'elle est vraie, donc la popularité n'est pas le signe visible qu'une vérité est vraie, et même la longévité, c'est-à-dire que le fait que tout le monde a toujours dit ça, même dans l'histoire, ou l'historicité, le temps n'a rien à voir avec la véracité de la vérité en tant que telle. Parce que certaines vérités peuvent être perdurer, tout simplement parce que le moyen de démonstration n'existe pas, et aussi longtemps que le moyen n'existe pas pour le démontrer, eh bien, cette conviction reste comme ça. Certaines vérités sont aussi répandues comme ça, et c'est de cette manière qu'on voyait que la plupart des vérités, lorsqu'elle est universalisée, elles font toujours recours à des choses comme la politique, le pouvoir, la domination, la colonisation. Il y a toujours une raison en plus pour imposer une vérité, et cela montre qu'effectivement, il y a quelque chose qui manque à la vérité en tant que telle, qu'on ajoute
qu'on cherche, qu'on ajoute pour qu'une vérité soit ce que nous voulons, c'est-à-dire quelque chose qui ne change pas, quelque chose qui n'est pas, et le dogmatisme, justement, ça vient comme pour essayer de refuser le débat, refuser la discussion, pour que la vérité soit, pour que la possibilité qu'une vérité s'avère fausse soit réduite. C'est ça le dogmatisme, en fait. C'est le premier c'est une manière de faire d'un discours le lieu de vérité en tant que tel. Le discours, une manière de cloisonner, de barricader, d'empêcher qu'une vérité ne tombe. Et toute vérité qu'on empêche de tomber, et lorsqu'il y a tout ce manœuvre pour protéger une vérité, dites-vous qu'il y a un problème, parce que la vérité elle-même, elle tient debout, n'a pas besoin de soutien, n'a pas besoin du dogmatisme, n'a pas besoin du pouvoir, n'a pas besoin de violence, n'a pas de pouvoir. Elle se laisse convaincre naturellement, ce sont les choses qui se montrent elles-mêmes, tout doucement, sans contrainte, ni obligation quelconque. Et là où vous voyez que il y a de la force, il y a d'intervention d'autres choses, juste pour faire croire, il faut se dire qu'il y a là un problème, une manipulation, ou alors une recherche de domination quelconque. Car, je l'avais dit dans l'une des vidéos précédentes, que à travers la croyance d'une vérité, vous pouvez manipuler tout un peuple, manipuler toute une, ou mettre, soulever des peuples, des uns contre les autres, à partir tout simplement de la croyance, de vérité qu'on dit, et que, justement, dans le processus que j'appellerais ici le processus de véridicisation du mensonge, le mot est long, hein. Voilà. Donc, on a ce processus de véridicisation du mensonge. Il y a aussi la répétition. Un discours répété finit par devenir vrai, finit par se faire accepter comme seule réalité vraie. Juste la répétition. Juste la répétition. Et un discours évoqué par plusieurs personnes, donc justement, c'est la répétition, mais par plusieurs personnes, un mensonge répété devient vrai. Un mensonge évoqué suffisamment devient vrai. Et c'est ici qu'il faut parler de la société moderne, de la fabrique de la vérité dans la société moderne. C'est une démocratie où on peut fabriquer une vérité, on peut fabriquer ce qu'on appelle un narratif, hein, le narratif. Un narratif, ce n'est plus ni moins le lieu de la fabrique, même de la vérité, en fait. Un narratif, un autre narratif, un narratif officiel ou pas officiel, voilà. Donc, c'est-à-dire que lorsque plusieurs personnes témoignent de la même chose, même si elle est fausse, cette chose devient vraie. Et c'est ici qu'il faudrait, ce que je voulais évoquer là, maintenant, c'est Catherine Galateros. Catherine Galateros a sorti un concept pour pour décrire la société actuelle, la démocratie actuelle, parlant de la démocratie occidentale, où il a parlé de la monoculture idéologique, hein, d'une forme de monoculture idéologique, justement parce que le mensonge n'admet pas le débat, et justement le mensonge veut une vérité unique, un discours unique. Alors Catherine Galateros parle de la monoculture idéologique dans la société moderne avec les médias, taxant les médias comme étant jouant le rôle, une espèce de rôle de police de pensée, c'est-à-dire que là on sanctionne notre pensée au profit d'un seul narratif pour le faire passer et l'ériger en vérité universelle et massivement admissible.
Donc, vous voyez ça dans nos sociétés actuelles, c'est-à-dire que tout discours qui est contraire, qui est, enfin, l'élimination même de toute liberté d'expression, d'opinion diverses, quoi. C'est ça, en fait, qu'on reproche l'auteur, hein, Catherine Galacteros. C'est, voilà, cette espèce d'exclusion du débat, d'exclusion d'expressivité, de toute diversité d'opinion, au profit d'un seul narratif, dans le but d'orienter la masse, vers la croyance unique, vers la pensée unique, vers une certaine prison de pensée où les gens, tout le monde répète à longueur de journée la même chose. Tel est méchant, tel est méchant, tel est gentil. Donc le narratif, le système de narratif, justement, c'est le système de la production de la vérité. Et le philosophe Michel Foucault, alors quand on parlait de Michel Foucault, il développait ses idées aussi bien dans l'ordre du discours, archéologie du savoir, le courage de la vérité, l'histoire de la psychiatrie et tout ça. Autour de tout ça, vous verrez qu'au cœur de toutes ces thématiques, vous verrez qu'il y a cette notion de la production de la vérité. Michel Foucault parle de la production de la vérité, donc on pouvait produire de la vérité. Or, la vérité vraie n'est pas produite. La vérité vraie n'est pas produite. La réalité telle qu'elle est et qu'elle se montre, elle n'est pas produite. C'est l'œuvre de la nature en tant que telle. Et mais donc, les hommes produisent la vérité. Et l'auteur pouvait même aller plus loin pour parler de la politique de la vérité, la politisation de la vérité, c'est-à-dire le fait que, voilà, on a un narratif qui est déjà soutenu, appuyé par le pouvoir politique, et du coup, le reste, vous n'avez pas le choix que d'y croire, que de répéter, mais en fait, sans le savoir, vous répétez sous la menace du pouvoir politique ou la menace d'autres enjeux et pouvoir politique ou traditionnel, hein, ou traditionnel tout simplement, et vous croyez des choses comme ça, de cette manière-là. Donc l'auteur parle de la politique de la vérité, du pouvoir de la vérité, de la force de la vérité, du jeu de la vérité, de l'histoire de la vérité, et de toutes ces choses-là, pour montrer qu'en fait, une vérité, comment la société fait de certains mensonges des vérités au profit des systèmes, en fait, au profit des systèmes. On va dire, voilà, il y a ça, et on va aller jusqu'à manipuler la science pour sauver un système, un régime, ou soulever, créer de la zizanie au sein de la société, et eh bien, parce que il y a donc il y a le fait de faire tout ça au bénéfice d'un système pour un but donné. La vérité, elle n'est pas forcément utile, la vérité n'est pas taillée sur mesure, et c'est pour la raison pour laquelle une vérité vraie aura du mal à se faire admettre, là où un mensonge utile passera sans problème. Donc, parce que les humains, ce qu'ils recherchent sincèrement n'est pas la vérité en tant que telle, mais ce qu'ils recherchent, c'est plutôt une vérité utile. Et toute vérité utile, court le risque d'être un mensonge qui a eu la chance, qui s'est transformé en vérité. Voilà. Parce que le mensonge est taillé sur mesure, tandis que la vérité n'a rien à voir avec l'utilité, n'a rien à voir avec le bien-être et consort. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons évoquer le conseil de Bertrand Russell qui donne comme conseil à la génération future, qui est celui de ne croire que des vérités
que des propositions dont la véracité est assez convaincante pour être vraie, et non pas des propositions dont il est tout simplement utile, il est tout simplement nécessaire, il est tout simplement confortant si on les croyait. Voilà. C'est-à-dire que l'auteur invite ici à appliquer la règle ou le principe de véracité à chaque fois qu'il s'agit d'analyser une proposition. Donc, pourquoi? Parce que justement, c'est lorsque nous admettons des vérités en fonction de leur forme, en fonction d'autre chose que de la vérité, que nous faisons nous ouvrons la porte à tout type de mensonge de pouvoir s'exprimer et se faire passer pour de vérité. Voilà. Donc le mensonge existe parce que la vérité est rare, le mensonge existe parce que la vérité n'est pas agréable. Et par moments, parce que les gens, ce qu'ils cherchent, c'est l'utilité et pas la vérité tout court, eh bien, on va faire recours au mensonge pour faire passer, pour répondre au besoin social qui est le besoin de vérité. Donc, un mensonge est plus vrai que la vérité, c'est-à-dire que, bien, parce qu'il est taillé sur mesure, le mensonge se fait admettre plus facilement que la vérité. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le mensonge, parce qu'il se propage vite, il prend la masse, et parce qu'il est utile et en se propageant, il change de forme, il change de nom, devient vérité. Ce qu'il faut se demander à chacun, c'est de se dire, est-ce que les vérités que je crois, est-ce que ne sont-elles pas les vérités que je crois depuis ma naissance, ma culture, est-ce que ces vérités ne sont-elles pas seulement des mensonges utiles? Ça, c'est la question que chacun individuellement se posera. Et parce que justement, vous verrez que parce que justement le mensonge, s'il existe, et sous forme de vérité, c'est pour cacher l'ignorance, parce que ignorer, ça reste un problème pour les humains, pour la société. Parce que les hommes veulent au moins savoir quelque chose. Donc, le mensonge vient comme au secours de l'ignorance, au secours de la vérité pour expliquer, pour pallier à l'ignorance, pour pallier à l'incertitude, et donc surtout pour dominer les autres, pour dominer la nature des autres, et se donner le monopole de vérité, et qui dit vérité, dit pouvoir de vérité, et du coup ça permet à certaines personnes, à certains peuples, d'exercer ce pouvoir-là. C'est ce qui justifie la présence, l'usage insistant alors donc du mensonge. Donc le mensonge est tout simplement justifié par le besoin de vérité. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les hommes, ce qu'ils recherchent, c'est pas la vérité, contrairement à ce que le discours peut nous faire croire publiquement, mais en réalité, lorsque vous dites une vérité qui n'est plus utile à la personne, tout simplement, celle-ci la rejette, tout simplement, on ne passe pas. Donc nous passons de la culture à l'utilité. Voilà. Donc, à l'utilité, parce que ça m'arrange, parce que c'est beau, parce que ça me plaît. Voilà. Mais quand l'autre vient, oh non, parce que bon, ça m'arrange pas. Les hommes choisissaient des vérités. Ils choisissent des vérités qui les arrangent. Et c'est ça qui justifie l'usage du mensonge. Et que tant qu'il y aura, qu'il s'agira de sociétés humaines et tant qu'il s'agira du langage et de l'usage du langage, il s'agira aussi
il s'agira aussi de la production de vérité, tant qu'il s'agira de la falsification de vérité, quand il s'agira de tout ça, de la politique, de la vérité, tant qu'il s'agira des narratifs, hein, de mettre des narratifs, bien sûr, il s'agira aussi des mensonges. On fera recours à tout cela pour satisfaire aux besoins. Donc les hommes n'ont pas seulement besoin de la vérité, mais ils ont aussi besoin du mensonge. Et c'est ça qui justifie l'usage du mensonge dans notre vie. Ce qui veut dire, en conclusion, que le mensonge devrait être éradiqué, définitivement. Donc nous ne saurons jamais éradiquer le mensonge dans le langage, dans notre vie sociale, tout simplement parce que c'est aussi cela la matrice de la vérité. Donc, c'est-à-dire que s'il y a plus de mensonges, il n'y a plus de vérité, et tout simplement parce que il devient compliqué et la vie devient évidemment compliquée et invivable tout simplement, et parce que la vérité tout court, eh bien, n'est pas comporte parfois des dimensions et des conséquences qui sont parfois nocives pour une vie, une société dangereuse, pour la concorde et la paix sociale, dangereuse pour la vie bonne. Donc, le mensonge existe parce que la vérité essentielle n'existe tout simplement pas. Il a cherché à fabriquer, chacun se fait sa vérité. Voilà. Pas de vérité universalisable et politique, pouvoir, sans répression, sans politique, sans domination, sans idéologie, sans histoire, ça n'existe pas. Une vérité est toujours minoritaire et c'est souvent au niveau de la minorité que la vérité s'arrête. La vérité majoritaire, elle est toujours à prendre avec des pincettes. La vérité est la source des guerres. Lorsqu'on veut provoquer une guerre, on a besoin de vérité et plus facilement, on les fabrique. Et on la fabrique, eh bien, en faisant recours au mensonge. Si tout simplement, on est tenu à dire la vérité, rien que la vérité, et à la manière de la question que posait Wittgenstein tout jeune, eh bien, on ne serait pas en mesure de produire la vérité. Or, la vérité, il faut la produire. À un moment donné, si la vérité ne vient pas, on la produit. Les hommes ont cette capacité de production de vérité, et c'est ça et tous nos problèmes. Je vous remercie de m'avoir ainsi suivi avec passion, je l'espère, jusqu'à la fin. Et si vous voulez approfondir vos connaissances par rapport à l'une ou l'autre question soulevée dans cet entretien, j'ai cité des auteurs et des livres, vous allez dans la bibliothèque, vous allez en ligne taper les livres et essayer de les lire. Vous savez, ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas quelque chose que c'est pas utile, mais quand lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez aussi vous dire que vous vous engagez à apprendre, à enrichir votre bagage, et c'est comme ça. Vous pouvez aller quelque part, une thématique autour d'une table, une thématique arrive, et vous êtes là, vous manquez, vous venez comme un martien sur Terre. Voilà, donc le monde est venu. Nous devons pas seulement nourrir notre corps, nous pouvons aussi nourrir l'esprit, se nourrit aussi. L'esprit se nourrit, et donc à certains moments, c'est important de s'occuper aussi des choses qui n'ont rien à voir avec à manger, à boire, à se vêtir, tout ça, des choses qui sont purement de l'ordre de l'esprit, de l'ordre de l'intelligence. Donc je vous dis et vous remercie. Au revoir.